Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour un numéro voilà, un peu face cam comme on peut avoir l'habitude de le faire ces dernières semaines. Voilà, congé de Noël oblige. L'effectif du Club Pantio à l'infirmerie, en repos, ce que vous voulez, mais voilà, j'estime quand même qu'il y a certaines choses sur lesquelles on doit revenir, à commencer naturellement par ce match et cette qualification de l'OGC Nice en 16e de finale de Coupe de France à la faveur d'une victoire à l'arrache contre Corté, un but partout. Il y a eu pas mal de choses à dire, autant dans le jeu que autour. On y reviendra plus en détail. Jean-Pierre River nous a fait son bilan de mi-saison, j'allais dire habituel, avec cette petite capsule vidéo que vous avez sans doute vue, offerte par les collègues de France Bleu Azur. Et puis dans un dernier temps, on se projettera bien sur le tour prochain, ce 16e de finale, contre le Sporting Club de Bastia à Furiani pour un retour, voilà, le 15 janvier prochain, pour un match qui s'annonce déjà voilà, palpitant. Je pense qu'on est beaucoup de supporters niçois, Bastia également, je présume, à attendre aussi cette rencontre voilà, qui n'a plus eu lieu depuis un certain nombre d'années. Et bien cette relégation de Bastia en Ligue 2, j'ai pas les dates exactes, mais je suppose qu'on se situe aux alentours de 2015-2016. Il me semble pas que Bastia ait remonté depuis, je peux me tromper. Ce match, déjà, voilà, un but partout. Vous l'avez vu, sans doute, vous êtes farci cette rencontre et j'ai vu quand même pas mal de commentaires dessus. On va commencer par les grandes lignes. Euh, donc l'OGC Nice est qualifié. Voilà, l'objectif a été rempli, ça n'a pas été glorieux, ça n'a pas été fameux, mais l'objectif a été rempli. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important en Coupe de France, parce que si l'OGC Nice va au bout, on aura totalement oublié que lors du premier tour contre Corté, on a galéré. Forcément, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite un OGC Nice compétitif et un OGC Nice aussi qui peut prétendre à aller loin dans cette Coupe de France, puisque, vous le savez sans doute, voilà, tristement, mais le parcours en Coupe d'Europe voilà, est terminé quasiment. Il reste deux matchs, mais ce sera ce seront des rencontres qui compteront pour du beurre, malheureusement. Et donc ce match contre Corté, donc cette première mi-temps, je pense qu'on a été beaucoup à regarder ce match et à voir donc ce penalty raté par Sofiane Diop et à se dire, bordel, on espérait un match tranquille, on espérait un match serein. Voilà, on espérait que ça coule de source, qu'on soit tranquille pour cette dernière rencontre de 2024. Il n'en a été rien du tout. On a eu une succession d'éléments, de faits de jeu qui ont été en notre défaveur. On va les prendre dans l'ordre. Avec ce penalty raté par Sofiane Diop. Sofiane Diop est le joueur en confiance. Je comprends qu'il ait pris cette responsabilité-là à ce moment-là du match. Maintenant, je me questionne un peu sur la hiérarchie des tireurs de penalty. On a vu Guessant en rater un contre la Real Sociedad. On a vu Laborde en marquer un, c'était contre Le Havre. Là, on voit Diop rater contre Corté. Qui est le tireur officiel de l'OGC Nice? Est-ce que Hez définit un peu voilà, ça avec des tireurs principaux et en fait le joueur qui le sent y va? Moi je suis un peu de la vieille école par rapport à ça. Vous n'allez pas forcément être en accord, mais pour moi déjà, je me suis étonné à ne pas voir Laborde se positionner pour le tirer. Voilà, Laborde est un attaquant. euh, il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions. Voilà. Forcément, après Corté, on ne va pas dire la même chose, mais quelque part, moi, je suis plutôt d'avis que ce soit un joueur offensif, donc Diop l'est, mais un buteur qui prenne en charge cet exercice du penalty. Voilà. Parce que on sait que ça marche à la confiance, on sait que marquer des buts, ce n'est pas évident. Et à ce moment-là, voilà, naturellement, si Diop l'avait marqué, on n'aurait pas eu ce discours-là. Je pense que Diop a eu cet effet de confiance, et on l'a vu, puisqu'il est retourné tirer ce penalty lors de la série et le marquer. Donc là, je pense qu'en termes de courage et puis de confiance, il en a fallu quand même énormément. Mais quoi qu'il en soit, le penalty a été arrêté par un Jacques-André Luciani. Écoutez, il était en état de grâce. Voilà, en état de grâce.
Certains diront que ouais, on n'a pas été réaliste. C'est vrai, on n'a pas été réaliste, mais lorsqu'on met tous les éléments bout à bout dans cette rencontre, on se rend compte que eh bien, c'était le match piège, le match bourbier, le match de Coupe de France, comme on peut en voir. Et souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, en tant que finaliste en titre, hein, on perdait eh bien, d'une manière absolument dégueulasse au Puy-Foot qui en a passé 4 à Montpellier. Voilà. Donc, parenthèse refermée par rapport à ça. Il y a eu donc ce pénalty raté, ces occasions en pagaille, j'ai bien sûr en tête eh bien, cette situation où Nandjou, à 2 mètres du but, met sa tête sur le poteau. Il y a eu des frappes de Laborde, il y a eu des situations vraiment, vraiment claires où on se dit mais comment c'est possible que l'OGC Nice ne mène pas 3 ou 4-0. Et puis, un énième coup de pied arrêté défensif. On en avait déjà parlé dans l'émission, un registre de jeu où on est, euh, on est en délicatesse, on est fragile. Et là encore, un coup franc anodin, situé quasiment sur la ligne médiane, finalement. Un long ballon. Et puis cette tête qui ouvre le score pour Corté. Euh, à ça, j'ai envie de parler de plusieurs choses. Déjà, bon, ben forcément, on ne peut pas le nier, le manque d'automatisme, voilà, la jeunesse du groupe, le manque d'expérience, et surtout lorsqu'on voit cette situation du coup franc, comment ne pas être choqué de voir tous les joueurs être aspirés par le ballon. Tous les joueurs sont aspirés par le ballon, tous les joueurs regardent le ballon et reculent, forcément. Au plus le ballon se rapproche du but, au plus il recule. Voilà, il y a eu un effet un peu mouton de l'ensemble de la défense. Et là, il me semble que c'est Moïse Bombito qui, à ce moment-là, est au marquage du buteur qui est totalement aspiré et qui ne prend pas son marquage. Et qui voit le joueur derrière lui mettre une tête et une belle tête croisée qui termine euh, au fond des filets de Maxime Dupé, qui fêtait également son premier match sous les couleurs de l'OGC Nice. C'était à ce moment-là assez irréaliste, tant les situations étaient nombreuses côté OGC Nice, et tant aussi on a vu cette situation et ces approximations sur, sur ces phases de jeu-là, où en fait l'OGC Nice est absolument friable. Euh, donc on a vu un Bombito sortir de son match pendant un moment, parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est lui qui est automarquage. Dans la foulée, il est pris, il revient, il fait faute. Bref, naïf, trop naïf sur pas mal de secteurs de jeu là. Et Bombito, on y viendra un peu plus tard si on peut faire une analyse plutôt individuelle, mais Bombito, clairement, c'est le joueur qui a démarré très fort, voilà, mais qui, depuis plusieurs semaines, a du mal, je pense, à retrouver son souffle, et à chaque fois, il est aligné avec quelqu'un de différent. Un coup, c'est Youssouf, un coup, c'est Rosario, un coup, c'est Abdelmonem, un coup, c'est Nandjou. Je pense que Bombito aussi n'est pas dans les meilleures conditions pour enchaîner. À ça, on ajoute la fatigue, le fait qu'il ait uniquement raté des matchs sur suspension. Donc, donc voilà, encore une fois, je ne trouve pas des excuses, mais j'essaie de comprendre ce qui peut se jouer dans ces cas-là. Et globalement, dans cette rencontre, euh, donc à ce moment-là, on est mené 1-0. Et puis il y a forcément cet autre fait de jeu, cette erreur d'approximation, ce, ce jeu dangereux, clairement, qui vaudra sans doute plusieurs matchs de suspension à Yann Nandjou. Voilà, ce tacle à retardement qui vient impacter directement la cheville du latéral droit de Corté. La faute, elle est indéniable, elle est claire comme de l'eau de roche. Le carton rouge y est. Maintenant, ce qui m'a gêné, c'est de voir les nombreuses réactions. Alors là, c'est le prisme Twitter, donc si vous n'êtes pas sur Twitter, vous ne pouvez pas, enfin, vous ne voyez sans doute pas ce dont je fais référence. Mais comment on peut en vouloir? Comment on peut en vouloir à un joueur qui a 6 matchs en pro, qui se retrouve parachuté titulaire dans des matchs alors qu'il n'était même pas censé faire partie du groupe pro cette année? Parce qu'on va le rappeler, mais normalement, les latéraux gauche, Ali Abdi, Melvin Barr, t'as Klaus qui peut dépanner, Yann Nanju joue, mais n'est pas prédestiné à ce moment-là de la saison à faire partie
du groupe pro. Donc, c'est une erreur de jeunesse, c'est un excès d'engagement, c'est un jeu dangereux. J'ai l'impression, alors je me suis pas trop renseigné, mais que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc, à voir si la blessure du Corse est, est grave ou pas, mais j'ai l'impression qu'il a échappé au pire parce que le coup y est réellement. Maintenant, on va doser, d'accord. On prend rouge à ce moment-là de la rencontre, on est mené 1-0, on a raté un penalty. Il y a tout qui était contre nous à ce moment-là et surtout on manquait de réalisme. Et moi, ce qui m'a plu quand même, parce qu'il y a eu quand même du positif dans cette rencontre, c'est que on est resté calme. On est resté calme, on n'est pas sorti de notre match. On a continué à jouer tant bien que mal. On a continué à se procurer des occasions. Il y a eu un réajustement tactique à la mi-temps avec la rentrée d'Amidou Doumbouya. Je crois que c'est Issaga Kamara qui sort pour reformer une charnière avec Moïse Mombito. On a continué et on savait pertinemment que le but de l'égalisation, ça allait être le plus compliqué à mettre. Il a mis du temps à arriver. Je crois qu'il arrive aux alentours de l'heure de jeu, 65e minute de jeu, par l'intermédiaire de Tanguy Ndombele. Assa le gym donc revient dans la rencontre, un partout. Et force à revenir, séance de penalty qui suit. Et donc, vous l'avez vu, on a eu, je pense, de la réussite. Mais j'ai quand même senti, alors peut-être à tort, mais une forme de confiance, de sérénité autour de la rencontre. Et étrangement, puisque vous avez vu le banc de l'OGC Nice, hein, euh, que des jeunes, Montero, Ilyes Sely, il n'y avait que des jeunes qui composaient ce banc-là. Qui c'est qui est rentré en cours de match? C'est Doumbouya et Moukoko, voilà, qui étaient, on va dire, les deux joueurs avec un peu plus d'expérience, forcément Moukoko plus que Doumbouya. Mais n'oublions pas l'objectif qui a été rempli, n'oublions pas le contexte dans lequel cette rencontre avait eu lieu, n'oublions pas le nombre d'absents. Ça n'excuse pas tout, mais on arrivait sur un match de fin d'année qui n'était pas évident à appréhender. Et voilà, le calme, la sérénité et le fait de vouloir continuer à jouer au foot, moi en tout cas c'est quelque chose que je retiens. On s'est procuré, donc il y a eu 30 tirs, 17 cadrés, 7 grandes chances, donc des occasions je pense nettes. Le penalty en fait partie. C'est une copie qui est logique, tant l'écart de niveau était présent entre les deux équipes, mais qui aurait pu quand même permettre à Corté de passer parce que ça s'est joué à peu de choses, hein. Le but de Ndombele, c'est un but voilà, consécutif à une balle contrée, à un tir voilà, sur le côté. C'est pas le plus beau, hein, mais c'est en tout cas celui qui nous permet voilà, de revenir dans cette rencontre et surtout de ne pas sortir parce que quel effet ça aurait fait qu'en l'espace d'une semaine, tu te fasses sortir en fait d'Europa League et de Coupe de France. Ta saison, elle est quasiment terminée à ce moment-là. Tu mets tout pour le championnat, mais on sait que dans le championnat, on a quand même des grosses cylindrées avec le PSG, t'as Monaco cette année, t'as Marseille qui est devant et qui, eux, eh bien, peuvent, j'allais dire Marseille, non, non, n'a pas la Coupe d'Europe, mais ça aurait été quand même bien tristoun en fait de partir sur une demi-saison sans Coupe de France. On va espérer forcément que ça dure le plus longtemps possible, qu'on vive des émotions parce que c'est possible qu'on en vive, du moins je l'espère fortement. Euh, donc cette rencontre, j'aimerais souligner également l'arbitrage qui a été pour moi irréprochable, vraiment d'un niveau supérieur à ce qu'on voit et on était dans un contexte de match pas évident, l'OGC Nice en Corse, à Furiani avec une centaine de supporters Bastier. Voilà, je pensais qu'il allait avoir plus de supporters. Ils étaient combien 4-5 000 environ, mais on sentait voilà, qu'il y avait un contexte autour qui n'était sans doute pas évident. Mais en tout cas, chose à retenir, un arbitrage impeccable au rendez-vous. Et ça, honnêtement, c'est à souligner. Maintenant, la question que on se pose tous et qu'on s'est posée à la fin de cette rencontre-là, c'est doit-on retenir uniquement la qualification? Je pense que c'est une question qui est intéressante à se poser. Moi, je retiens la qualification. Je me dis qu'il n'y a pas si longtemps, on sortait contre le Puy Foot, que voilà, on passe un tour supplémentaire.
qu'on prend Bastia chez eux pour ce qui est un match, on y reviendra un peu plus tard, mais que j'attends impatiemment, honnêtement, sur ce début d'année 2025. C'est un match que j'attends beaucoup plus que le match de début janvier. Je crois que c'est Rennes, sans doute, euh, approximativement. Euh, on va parler du contenu. Le contenu n'a pas été aidé également par une pelouse absolument catastrophique. On y revient, hein. Et puis vous allez vous dire, ouais, il trouve encore des excuses, etc. Mais non, mais moi je suis désolé. En même temps, peut-on attendre mieux d'une pelouse sur laquelle le Sporting Club de Bastia, la veille, a joué 90 minutes? Voilà, c'était un champ de patates. Euh, je pense que voilà a été décidé voilà, de délocaliser ce match à Furiani pour accueillir plus de monde parce que Cortés était limité à 2000. C'est une pelouse naturelle à Furiani, artificielle à Cortés. Et puis il y avait voilà euh, l'émulation autour de cette rencontre-là, le fait que ce soit Nice également. Bon voilà, encore une fois, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gens, mais honnêtement, est-ce que ça a été aussi décidé dans le, le cadre aussi d'avoir une pelouse indigne pour ne pas faciliter les automatismes de clubs pro qui ont l'habitude de jouer sur des belles pelouses? Peut-être. En tout cas, ça n'a pas du tout aidé au spectacle. Et puis on sait que voilà, Corté a peut-être plus l'habitude aussi de jouer sur ces types de pelouses que l'OGC Nice. Encore une fois, je ne tire pas la pierre à cette décision-là que je comprends, mais 24 heures avant que la pelouse ait été utilisée, honnêtement, ça me paraît quand même vraiment bizarre, mais ça a failli porter ses fruits au final. Donc voilà, ça c'est quand même un élément à prendre en considération parce qu'on les voyait à la télé, hein, les passes avec les rebonds, enfin je veux dire, il y avait des tops de partout, c'était absolument déplorable. Et malgré ça, il y avait quand même cette intention de jouer, cette intention de jouer au sol, de faire circuler, de se créer des circuits de passe. Et ça, l'OGC Nice forcément l'a bien fait, aurait dû l'emporter 3-4-5-1, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont eu les situations pour l'emporter et mettre un score lourd. C'est tout ce qu'on attendait, hein. Un score lourd et puis un match tranquille. On n'a pas eu le score lourd, on n'a pas eu le match tranquille. Mais pour autant, est-ce qu'on peut tirer des conclusions par rapport à ça? Pour moi, oui, mais non. C'est-à-dire que euh, non dans le sens où, comme je l'ai dit, il y a eu les absents, un banc de jeunes, le contexte autour de la rencontre, le fait qu'on arrivait sur une fin de période où tout le monde était rincé, Ndombele l'a dit, il souffre d'une pubalgie depuis un certain nombre de semaines. Il y avait Rosario qui était absent, Boulka qui était absent. Vous avez vu la compo, pour autant qui était, on va dire, opérationnelle, hein. Euh, donc Dupé, Klos, Bombito, Nanju, Bar. C'était Camara, Ndombele, Diop, Buonani, Laborde, Guessant. Honnêtement, sur le papier, c'est OK. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Surtout, en termes de sang frais, on était quand même dépourvu de solutions, pour le match. Mais voilà. Moi, clairement, ce qui m'a gêné, et de toute manière, on aura la réponse le 15 janvier contre Bastia. Je parlais de calme, de sérénité. J'aurais aimé voir un peu plus de personnalité, un peu plus de caractère. Euh, un OGC Nice qui joue quasiment voilà, un derby contre une équipe corse. Voilà. Et il y a eu cette réponse dans le jeu, ça s'est joué à peu de choses, mais quelque part, l'équipe n'est pas sortie de la rencontre. Mais voilà, je j'ai pas senti une équipe qui jouait un match de Coupe de France. J'ai senti un match, j'ai senti une équipe, pardon, qui essayait de livrer sa partition comme elle essaye de la livrer à chaque match. Mais j'ai pas senti un esprit et puis un supplément d'âme nécessaire dans ce genre de rencontre. Et on en avait déjà parlé sur les matchs de Coupe d'Europe. Et là, je trouve que ça a été également présent. Voilà, ce petit plus, cette petite grinta, voilà, ce caractère supplémentaire. Maintenant, est-ce qu'on peut attendre de cette équipe-là actuellement ce caractère avec voilà, ce collectif qui est dépourvu de leader aujourd'hui? On peut considérer que le leader aujourd'hui, le leader emblématique, c'est Dante. Mais voilà, quand tu files le brassard à Gaëtan Laborde, rien contre Gaëtan Laborde, mais c'est que effectivement, tu arrives à un point où bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Peut-être qu'il y a des manques
non pas sportifs, parce que sur le papier, l'équipe, elle est compétitive, mais plus mentaux, vocaux aussi, dans ce collectif-là. Mais voilà, ce qui m'a manqué, c'est ça, c'est cette intensité-là et cette réponse par moment. Voilà. On a vu énormément les Corses eh bien, se plaindre auprès de l'arbitrage, essayer de faire sortir Nice de sa rencontre, chose que Nice a plutôt bien fait. Quoique, est-ce que Nanjou, c'est un. Pour moi, c'est plutôt de l'erreur individuelle, de l'erreur d'appréciation que purement euh, un joueur qui n'a pas su maîtriser ses nerfs. Mais j'ai pas vu une équipe de chiens, voilà. J'ai pas vu une équipe de chiens qui avait envie d'en découdre et qui, malgré les absents, malgré tout ça, a dit ou disait, voilà, dans ce match-là, quoi qu'il se passe, on passera. Quoi qu'il se passe, on atteindra le tour prochain. Et ça, c'est une constante, malheureusement. C'est une constante. Je trouve que cette équipe manque cruellement de, de caractère, de personnalité. On voit des fois des joueurs qui sortent un peu du lot. Le petit Siaga Kamara que j'ai trouvé très intéressant dans l'entrejeu, hein. Lui, voilà, on le voit parler, on le voit gesticuler. On sent qu'il y a quelque chose dans ce joueur. Étrange d'ailleurs de le voir sur les rumeurs de départ. Mais ça, c'est un autre sujet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une constante et je trouve que cette équipe, malgré tout le talent footballistique qu'elle peut avoir, et elle en a, elle en a sur le papier, elle en a comme rarement on en a eu sous nos couleurs, elle manque voilà, elle manque de ça, de ce petit truc, de ce petit supplément qui te fait pencher la rencontre. Et voilà, l'objectif a été rempli, on va retenir que le positif. Mais bon, des fois c'est trop scolaire, c'est trop simple. Voilà. Euh, des fois les matchs basculent sur des faits de jeu. Et ça, bon, je trouve qu'on l'a pas, on l'a plus. Et la manière dont le club se développe et le projet sportif aussi se développe, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'on puisse revoir. Voilà, des joueurs qui soient pas forcément les meilleurs et pas forcément des jeunes joueurs, parce que là, on utilise le centre de formation par défaut, mais des joueurs qui est la Grinta, une sorte d'Ali Abdi en fait. Ali Abdi, c'est typiquement le genre de joueur qu'on apprécie à l'OGC Nice, mais aussi, ben, où on se dit aussi, il a 30 ans, mais on s'en fout. Parce qu'il y a aussi ça, c'est ce projet sportif, mais qui n'est pas forcément propre à l'OGC Nice, où on se dit, il nous faut énormément de jeunes de manière à leur permettre de se développer, leur permettre de faire une plus-value, leur permettre de les revendre. C'est l'objectif et de toute manière, moi, il n'y a pas de honte à être un club tremplin. Mais axons aussi le recrutement sur des joueurs aguerris, sur des joueurs qui ont la niaque, sur des joueurs qui veulent faire leurs preuves, sur des joueurs qui galèrent peut-être à être vus, à être visibles aussi. Et je trouve que cette équipe en manque. Donc on verra le 15 janvier à Bastia, parce que ce match-là se gagnera dans les têtes aussi. Elle ne se gagnera sûrement pas, du moins je l'espère, elle se gagnera sur le terrain, mais elle se gagnera aussi dans les têtes, sur la capacité à cette équipe à résister à la pression, sur la capacité à cette équipe à ne pas rentrer dans le panneau, à cette capacité aussi à ne pas répondre aux potentielles provocations, etc. Parce que là, Furiani sera plein, je présume, parce que là c'est Bastia qui joue, c'est pas Corté, et il va falloir être là. Donc voilà, c'est un peu la constante, et je répète un peu ce que je dis sur les prestations européennes, mais quelque part, je l'ai ressenti aussi contre Corté, trop gentil, trop scolaire, et ça, ben, je le regrette vraiment amèrement. Euh, Maintenant, j'ai lu pas mal de critiques de supporters sur le contenu de la rencontre. Est-ce qu'on aurait pu attendre mieux? Oui. Est-ce qu'on aurait pu attendre de l'OGC Nice un score fleuve? Oui. Est-ce que tout s'est bien passé? Non. L'OGC Nice s'est qualifié, encore une fois, l'objectif a été rempli. Mais en même temps, on n'est pas sur Football Manager, on n'est pas sur FIFA où tu peux passer des pilules facilement. Là, oui, effectivement, sur le papier, tu es censé te dire, mais on doit leur en passer 5. Voilà.
Et c'est ce que j'ai pensé aussi au coup d'envoi. On doit leur en passer 5, on doit mener 3-0 à la mi-temps et on doit se rendre le match facile. Maintenant, le foot, vous le savez, n'est pas une science facile et exacte. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont rentrés en jeu. N'oublions pas aussi qu'on est pendant 1 heure à un de moins. Donc, bon, tu me diras, on s'est mis dans la merde tout seul, mais on est un de moins pendant plus d'1 heure. Et on a quand même eu cette maîtrise technique du fait d'avoir des joueurs professionnels, qui a un écart de niveau qui soit important. Mais n'oublions pas aussi le fait que le scénario de la rencontre n'était pas évident. Encore une fois, je défends pas le club, je défends pas les joueurs, j'essaye juste d'apporter un peu de demi-mesure à ce que j'ai pu lire. Voilà, des joueurs, des supporters qui critiquaient le contenu, j'avais l'impression de lire en fait l'OGC Nice de Favre, deuxième version, après le puits. Voilà. On a touché 49 fois le ballon de la surface adverse, c'est une folie. Voilà. 50 ballons touchés dans la surface adverse, ça montre aussi l'ultra-domination de cette rencontre. Le nombre de situations aussi, elles sont claires, mais malheureusement, on n'a pas senti le score réellement en pâtir. Donc voilà, l'OGC Nice passe un tour, l'OGC Nice part en trêve et je pense qu'elle intervient vraiment à un moment important. Il est annoncé un mercato calme, peut-être qu'il y aura certains ajustements, mais là, ce qu'attend Francaise, c'est eh bien, les retours de blessés. Francaise, juste une petite chose aussi dans la même veine des réactions de supporters par rapport au contenu. Et encore une fois, hein, je pense qu'on est une communauté au GC Nice à être, comment dire, avoir le sang chaud. C'est-à-dire qu'on réagit très vite, très haut, et après, on réfléchit. Je dis pas qu'on réfléchit pas, mais on réfléchit peut-être après d'une manière plus calme et d'une manière plus froide aussi. Euh, je, je trouve que je lis pas mal de choses. Il y a une petite musique qui commence à rentrer là concernant Franck Hez qui me gêne un peu, selon laquelle Franck Hez serait un peu mou, ne mettrait pas les joueurs devant leurs responsabilités, serait un peu, voilà, un peu tendre avec les joueurs. Alors déjà, moi, il y a deux choses. La première, c'est que ce que tu dis dans la presse n'est pas forcément ce que tu dis aux joueurs. Je pense que Francaise est un excellent entraîneur, qu'on a une chance inouïe de l'avoir à la tête de l'OGC Nice. Ne l'oublions pas, dans quel contexte il arrive à Nice. Qu'il ne faut pas aussi qu'on oublie les erreurs qu'on a fait dans le passé, à être constamment dans l'aspect voilà, de consommation. Voilà. On consomme les entraîneurs, chaque année on a un nouvel entraîneur, une nouvelle édite de jeu, un nouveau dispositif, on s'en fout, on veut du spectacle, on veut des résultats, on veut qu'on soit performant en Europe, on veut tout, tout de suite, tout rapidement. Et ça, c'est un truc dont on a déjà parlé, la gestion du temps. Ineos, en arrivant, a fait une erreur monumentale, c'est de penser que l'argent faisait gagner du temps. Donc, de l'argent, de l'argent, de l'argent, pas de réflexion réelle derrière, de planification sportive, de voilà les objectifs sur 5 ans. Et ça, il faut vraiment qu'on arrive à se défaire de cette pensée-là qui est liée, je pense, à l'arrivée d'Ineos, au discours aussi voilà, de poudre aux yeux qui ont pu être faits. Hein. On va concurrencer le PSG. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont pensé, qui l'ont conscientisé, à savoir, non mais attends, on doit concurrencer le PSG, mais ça se fait pas comme ça. Et puis l'investissement du PSG, c'est l'investissement d'un État. L'investissement de l'OGC Nice, c'est un groupe de pétrochimie, c'est une entreprise, c'est pas un État. Donc, je veux dire, ça ne peut pas être pareil. Euh, donc, tout ça pour dire que laissons le temps à cette équipe, laissons le temps au coach. Sixième à la trêve avec ce nombre d'absents, c'est à mon sens inespéré. On a eu des résultats probants. On fait nul contre le Paris Saint-Germain, on gagne contre Monaco, on gagne à Brest, on fait nul à Lens. On n'a pas non plus des résultats catastrophiques. En Europe, c'est vrai, on l'a dit, le parcours, il est honteux. Et Jean-Pierre Hiver l'a dit aussi, on aurait dû faire mieux. C'est une certitude, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, j'aimerais qu'on soit un peu plus froid dans notre analyse, qu'on laisse
la possibilité à Aise aussi de communiquer comme il a l'habitude de communiquer, parce que je trouve, moi, qui dit les choses. Mais simplement, il est dit peut-être d'une manière qui n'interpelle pas autant que Digard, qui par moment rentrait un peu plus dans l'art. C'est vrai, peut-être. Mais en tout cas, moi, je demande du temps, je demande de la patience et surtout de la compréhension. La saison se joue maintenant. On sait que l'OGC Nice, voilà, on fait toujours une demi-saison très très positive. Et puis après, il n'y a plus rien. Bah là, je trouve que c'est plutôt moyen plus. Et si la deuxième partie de saison, on récupère des joueurs, on récupère des forces vives, on n'aura pas le même rendu. Donc voilà, c'était la petite partie sur réaction de supporters. Et je m'englobe dedans, forcément, on est devant le match. T'as le téléphone à portée de main, t'as envie de tweeter, t'as envie de les incendier. C'est humain. Mais voilà, quand même un peu de justesse ne serait pas de refus. La sortie de Jean-Pierre River, donc bilan de mi-saison. Euh, je sais pas trop ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'était quelque chose de d'important pour vous à vos yeux? Moi, ça m'a gêné. Ça m'a gêné de voir Jean-Pierre River à ce moment-là, voilà, qui vient fin de mi-saison et qu'on reverra en mai, hein, c'est ce qu'il a dit, hein, on fera les comptes en mai, donc je pense qu'on le reverra en mai, voilà, comme il a fait après Lille en fin de saison dernière. Moi, ça me gêne. Ça me gêne de le voir uniquement là. Ça me gêne de ne pas le voir après Lyon. Ça me gêne de ne pas le voir dans certains moments. Ça me gêne de ne pas le voir s'exprimer sur les doutes autour de l'investissement d'Ineos. Ça me gêne cette opacité, en fait. Ce manque de transparence. Voilà, il a répondu d'une manière brève, en parlant aussi de l'accueil qu'a reçu l'OGC Nice de la part de Corté. Bon, certes, ok. Mais, euh, mais voilà, donc selon lui, on aurait dû faire mieux. Bon, spoiler, personne n'était contre cet avis-là, y compris en Coupe d'Europe. Bon, on peut difficilement faire pire, hein, si ce n'est perdre tous nos matchs contre le Dynamo Kiev. Donc voilà, j'ai trouvé ça voilà, comment dire, très politique en fait. Voilà, venir sur une mi-saison, parler à la presse, se montrer, et puis après plus rien jusqu'à mai. J'ai beaucoup de respect pour Jean-Pierre Hévert et tout ce qu'il a apporté à l'OGC Nice. Voilà, tout ce qu'il a apporté à l'OGC Nice, vraiment. Mais je pense qu'on est tous dans un besoin aussi de clarté. De clarté et de communication. Et je pense que Jean-Pierre River, on l'a déjà dit dans le Club Pantio, mais Jean-Pierre River, il a ce traumatisme-là de Nice-Marseille où il a réagi à chaud, etc. Et je pense que ça l'a vacciné voilà, sur le fait de moins communiquer, mais communiquer à des moments importants. Donc là, mi-saison, fin de saison, très bien. Mais c'est quand même le président de l'OGC Nice. Euh, voilà, donc lorsque je compare avec des sorties dans la presse d'Olivier Létang, par exemple, pour Lille ou autre, quelqu'un de beaucoup plus présent, beaucoup plus visible, je me dis quand même que on est en manque aussi d'identification par rapport à une figure forte qui incarne l'institution de l'OGC Nice. Peut-être que cette personne c'est Jean-Pierre River. Si c'est Jean-Pierre River, eh ben moi je demande à ce qu'elle soit plus présente, qu'elle brave aussi voilà des intempéries, mais qu'elle maintienne haut et fort cette institution de l'OGC Nice qui souffre en fait de cette déconnexion entre voilà, les supporters, l'investisseur. On ne sait pas exactement sur quel pied on danse. On ne sait plus en fait réellement. Donc ça, voilà, c'était mon petit coup de gueule entre guillemets parce que bah voilà quoi. Enfin c'est voilà. Ça donne trop l'impression de bon bah voilà, je vais leur donner un peu à manger parce que ça fait longtemps qu'ils m'ont pas vu. Mais voilà, je sais exactement et je pense qu'il sait pertinemment sur quoi il est attendu. Euh, et je pense que là, il y a un gros flou autour du maintien d'Ineos et du mercato hivernal. Quel mercato hivernal on aura? Tout simplement, quel est le positionnement de l'investisseur? Est-ce qu'on est ambitieux? Est-ce qu'on essaie de combler les lacunes de cet effectif? Est-ce qu'on se dit que les recrues sont les retours de blessés? Je sais pas. Voilà, j'ai l'impression que la dernière option sera celle choisie, mais voilà, encore un flou et pour le coup, bah, Jean-Pierre River, malgré son beau sourire et, euh,
et sa facilité, on va dire, de discuter et d'éloquence, pour moi, c'est trop peu et j'en attends plus. Cap sur la trêve, déjà dans un premier temps, le retour des blessés, on l'espère. Cap également sur la reprise de la Ligue 1, je crois que c'est un match contre Rennes qui nous attend début janvier. Et également la Coupe de France contre Bastia. On verra lors de ce match-là, comme je l'ai dit, si cette équipe aura cette personnalité, ce caractère pour l'emporter dans ce type de rencontre. Et puis pour aussi s'imprégner de cette histoire de l'OGC Nice et cette rivalité. Voilà, le derby de l'OGC Nice, c'est pas Marseille, c'est pas Monaco, c'est Bastia historiquement. Donc voilà, on fera peut-être d'ailleurs un numéro un peu pour décortiquer un peu cette rivalité parce que bah, c'est quand même intéressant de savoir exactement ce qui se joue, ce qui s'est joué dans l'histoire pour que on en vienne justement à parler de derby entre ces deux équipes. Écoutez, j'espère que ce petit format voilà, de 35 minutes vous a plu. Je m'excuse pour la qualité de son, également qui est lié tout simplement au fait que je sois en vacances dans le sud de la France. Je n'ai pas mon setup habituel. Je voulais également vous remercier chaleureusement pour la fidélité dont vous avez fait preuve depuis le début, mais surtout sur l'année 2024 au Club Pancho. Il y a eu un changement de modalité, vous l'avez vu par on va dire, l'absence de live, mais plutôt des vidéos enregistrées YouTube. Les lives reviendront à des moments exceptionnels aussi, je l'espère. Mais voilà, on doit être à 80-90 vidéos sur l'année, donc c'est un rythme malgré tout assez soutenu. Donc merci pour les retours, merci pour vos discussions. Et même si vous êtes en désaccord, ben, dites-le moi. L'objectif, c'est pas de prêcher la bonne parole. Peut-être que ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est n'importe quoi, c'est possible. Donc je vous embrasse, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, un bon nouvel an, et puis on se retrouve en 2025 pour toujours plus de contenu autour de l'OGC Nice avec le Club Pancho, pour, on l'espère, des arrivées au mercato. Et puis voilà, je vous souhaite voilà, plein de bonnes choses, la Beta et puis Issa Nissa.